Je préfère parler d'activité de lobbying. J'avais consacré une étude il y a quelques années sur ce sujet. C'est un sujet que j'ai découvert là aussi assez tardivement. Et nous avons un collègue qui a écrit une thèse sur le droit public français et le lobbying, qui est une thèse très érudite, avec de très belles réflexions conceptuelles, théoriques. Et donc j'ai lu sa thèse et j'ai voulu transposer au fond les modèles qu'il avait mis en avant à l'activité de lobbying en droit de l'Union européenne. Bon. Alors pour répondre à votre question, qu'est-ce que le lobbying? C'est très compliqué à définir. L'activité de lobbying, je pense, et c'est une proposition que moi j'avais retenue, c'est tout simplement le fait pour des acteurs divers, ça peut être des associations évidemment, qui défendent les buts qu'elles souhaitent, ça peut être des associations d'entreprises, des groupes industriels, peu importe, on connaît ces acteurs. Eh bien c'est le fait pour ces acteurs de s'approcher des décideurs européens ou nationaux en vue d'obtenir juridiquement de ces acteurs institutionnels, Commission, Parlement par exemple, ou le Parlement français, ou nos ministres tout simplement, et dans le cadre de l'UE, y compris le Conseil des ministres, en vue d'obtenir de ces acteurs institutionnels une règle de droit, quelque chose qui les conforte dans leur position statutaire, qui les avantage dans leur position statutaire, et qui les aide, voire facilite leur activité économique, commerciale, ou leur activité, je dirais, qui se situe sur le plan de projets que l'on peut qualifier de tout à fait louables, comme, cet exemple un peu classique et un peu bateau, mais la protection de l'environnement, par exemple. Alors je pense qu'il faut donner une définition neutre, une définition objective, parce qu'il y a, évidemment, en France particulièrement, il me semble, d'abord une crispation sur le lobbying, alors que c'est assez absurde, parce qu'il y a évidemment des lobbyistes en France, il y a évidemment de la pression des entreprises auprès des acteurs politiques, c'est une évidence, mais on n'ose pas trop l'exprimer ainsi, on veut continuer à penser que nos parlementaires continuent de faire la loi avec une certaine neutralité, qu'ils servent l'intérêt général et pas les intérêts spécifiques de tel ou tel. Donc pour nous, intellectuellement, juridiquement, il y a un hiatus qui n'est pas toujours facile à concilier, ce qui explique, je crois, profondément la réticence française à aborder le lobbying, je dirais, pour le coup, en toute transparence et avec une certaine objectivité. Mais au-delà de ça, il est important de donner une définition, il me semble, objective, dans la mesure, au fond, dans le but, en tout cas, de dédramatiser un petit peu cette histoire de lobbying. Parce qu'on a en France particulièrement un positionnement idéologique très tranché. Il y a le très mauvais lobbying, c'est bien sûr le lobbying de Coca-Cola, de Google, des grands groupes industriels, pharmaceutiques. Ce sont des vraies questions, au demeurant, bien entendu. Et puis il y aurait un bon lobbying vertueux. C'est des mutualistes qui veulent défendre nos intérêts mutualistes à Bruxelles, la protection de l'environnement, la protection du fond des mers, que sais-je. Bon, il y en a plein d'autres, bien entendu, qui seraient des activités de lobby vertueuses. Et à vrai dire, qui ne seraient pas des lobbies. Bon. Or, ce sont des lobbies. À partir du moment où, peu importe la structure qui est la vôtre, peu importe le combat que vous défendez, industriel ou pas, idéologique ou pas, mais dès l'instant qu'il y a de la part de ces structures, de ces associations, un rapprochement des acteurs décisionnels européens ou nationaux en vue d'obtenir, encore une fois, quelque chose, et généralement une règle de droit qui conforte vos positions, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est en tout état de cause une activité de lobbying. Bon, ça c'est le constat que l'on fait. Avec mon collègue Mustapha Mekki, qui est professeur de droit privé à l'université Paris 13, université dans laquelle j'étais en poste pendant 15 ans, qui était d'ailleurs un très grand spécialiste du lobbying et du droit, nous avons encore organisé un colloque au Sénat, alors je ne sais plus quand c'était, ça devait être en 2012 de mémoire, et de ce colloque est sorti un petit ouvrage chez l'Harmattan. On a voulu provoquer un petit peu les discussions en s'interrogeant sur la notion de lobbying, au niveau national comme au niveau européen, et en se demandant si le lobbying pouvait être responsable. Et qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on a pu mesurer pendant ce colloque au Sénat que ce qu'on appelle, nous, par facilité, les lobbyistes, tous ne sont pas d'accord avec le terme, et beaucoup disent « nous ne sommes pas des lobbyistes ».
Nous sommes là pour défendre des intérêts, nous sommes des groupes de consultation, nous avons une certaine neutralité. Le terme lobby ou l'activité de lobbying, c'est très péjoratif. On ne veut pas endosser cette terminologie pour les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'il y a un aspect très négatif. D'autres, en revanche, disent oui, nous sommes des lobbyistes. On l'affirme, et on est là pour obtenir, de la part de la Commission ou du Parlement surtout, des facilités diverses, de la réglementation qui nous conforte, qui nous facilite la vie, pour le dire au fond de manière un petit peu triviale. Bien. Et la question de lobbying responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'est dupe. Hein. Nos parlementaires européens ou les membres de la Commission européenne, même si tout ça est très encadré par un cadre de transparence qui depuis 2011, qui a été modifié plusieurs fois, établit les relations les plus comment pourrait-on dire, les plus régulées, les moins compliquées en termes de conflit d'intérêts. Bon, tout cela est plutôt cadré, mais avec une puissance normative et un encadrement, de mon point de vue, assez relatif tout de même. Bon. Personne n'est dupe en ce sens que tout le monde a un intérêt. Les lobbies, évidemment, ont un intérêt de s'approcher des institutions, et les institutions, les parlementaires, et ils le disent ainsi d'ailleurs, les parlementaires européens, ou les membres de la Commission, c'est que dès lors qu'ils abordent des questions juridiques, économiques, qui ont un impact commercial sur une filière, qui ont un impact commercial sur des secteurs qui sont en concurrence, les parlementaires n'ont pas la capacité d'expertise, n'ont pas la capacité d'analyse. Ils ne peuvent pas créer une norme qui tombe du ciel en ayant la prétention de pouvoir l'appliquer sans en mesurer la conséquence et la portée. Donc ils ont évidemment besoin d'avoir en face d'eux des interlocuteurs qui les mettent en éveil en disant « Attention, si vous réglementez le secteur dans les conditions que vous prévoyez dans votre projet de réglementation, règlement directif, que sais-je, ça va avoir tels impacts. » Et donc le lobbying responsable, c'est de dire qu'il y a d'un côté les acteurs, les lobbyistes, pour le dire ainsi, les institutions, qui, de manière parfaitement consciente et avec leurs responsabilités qui sont les leurs, sont là pour finalement faire quoi? Co-normer certains aspects du droit de l'Union européenne. Donc il y a bien un processus de codécision, pas à confondre évidemment avec notre procédure décisionnelle européenne, bien entendu, mais où il y a un partage au fond des responsabilités quant au contenu de la norme et surtout sa portée. Et il faut donc trouver le juste équilibre. Donc le lobbying est absolument indispensable, bien entendu, mais, et c'est ça tout l'enjeu, et lors du débat au Sénat d'ailleurs il y a eu des discussions un petit peu tendues, tout l'enjeu est de savoir quelles sont les marges de manœuvre des lobbies eux-mêmes. Là il y a une totale inégalité entre les différents acteurs, et vous imaginez bien que lorsque Coca-Cola arrive avec 500 millions d'euros de budget pour ses lobbyistes pour défendre ses intérêts, ça n'a rien à voir avec nos caisses mutualistes qui n'ont pas d'argent et qui ont un représentant éventuellement à Bruxelles et qui n'ont pas les moyens humains, les moyens, comment pourrait-on dire, techniques d'exercer une pression sur les acteurs de l'UE, comme peuvent le faire les grands groupes pharmaceutiques, industriels ou que sais-je. Donc le sujet, il est là, hein, c'est la disproportion des moyens, et puis arrêtons d'être naïfs, oui, c'est vrai, il y a des lobbies qui obtiennent énormément dans le cadre de l'UE, il y a même eu des cas de conflits d'intérêts, il y a même eu des réglementations qui peuvent apparaître comme totalement scandaleuses, notamment en matière agricole, en matière de protection végétale, que sais-je encore, où là, la Commission, le Parlement européen, eh bien, ont-ils vraiment défendu l'intérêt général européen ou ont-ils conforté les intérêts de certains grands groupes industriels? On connaît la réponse. Donc tout cela est fort complexe et doit être suivi avec une grande attention. Donc le lobbying n'est pas forcément un tabou dans le cadre de l'UE, mais à condition d'avoir une vision très réaliste des choses. Culturellement, c'est plus compliqué en France. Mais là, pour le coup, je suis moins au fait, je connais la réglementation bien sûr, mais moins au fait de la pratique du lobbying en droit français, contrairement à mon collègue Mecky, qui est quand même très au point sur ces questions.